Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Mailleul L'Huillier qui est cofondateur du label Vivre. Ensemble, on va parler d'enquête de satisfaction en EHPAD, mais pas que, dans tout type de résidence, mais qui s'adresse aux personnes âgées. Voilà, comment on fait une bonne enquête de satisfaction, comment on fait en sorte que ce soit quelque chose après d'utile, d'exploitable pour faire évoluer les choses. Vous proposez un service qui permet de venir recueillir la satisfaction, les avis. Euh, Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Enfin, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça parce qu'on n'est qu'à deux. Ton cofondateur n'est pas là. Avant de commencer, voilà, je te propose de te présenter, nous expliquer ton parcours et ce que tu proposes aux établissements. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors donc effectivement, je suis Mailleul L'Huillier. J'ai cofondé le label Vivre, qui est le premier label d'expérience des établissements d'accompagnement des personnes âgées. Cette démarche, c'est une démarche que nous avons initiée avec mon associé, donc Stéphane Darbelay, il y a environ 18 mois, avec pour objectif de refonder et de consolider le lien de confiance entre les établissements d'accompagnement des personnes âgées et leurs différents publics en interne, les résidents, les proches, les salariés, ou à l'extérieur de l'établissement, toutes les parties prenantes qui, de près ou de loin, suivent et interviennent dans la vie de l'établissement. On peut penser aux autorités de tutelle, les pouvoirs publics, le grand public, les professionnels, les partenaires éventuels, etc. De mon côté, moi, je viens de l'univers des affaires publiques. J'ai travaillé pendant environ 15 ans. Et plus particulièrement, je viens du monde de l'opinion et des instituts de sondage, dans lequel j'ai acquis une expertise sur tous les sujets liés au recueil de la parole et du point de vue. Et on va pouvoir effectivement parler de ce qu'on a mis en place comme méthodologie justement pour appuyer le label que l'on a créé, le label Vivre, exclusivement sur les perceptions et l'expérience des résidents, des familles et des salariés dans les établissements. Ok, alors il y a deux questions qui viennent. Est-ce qu'on commence par la question de la confiance? Est-ce que vraiment la confiance, enfin, comment on fait pour redonner confiance? Est-ce que les enquêtes, est-ce que les sondages, comment tu penses que ça peut vraiment redonner confiance? Alors, l'idée sur laquelle on travaille, c'est de dire que un des fondements de la confiance, c'est la reconnaissance, notamment du travail réalisé, la reconnaissance du rôle de chacun, la reconnaissance de la place de chacun. Et le deuxième aspect, c'est le partage de cette reconnaissance. Donc, effectivement, l'idée sur laquelle s'appuie le label Vivre est de dire on va aller voir ce qui se passe dans les établissements, comprendre comment notamment les personnes accompagnées perçoivent leur qualité de vie, la qualité entre guillemets de service, la qualité d'accompagnement qui leur est proposée. Quand on le fait aujourd'hui, on se rend compte que ça génère beaucoup de témoignages, beaucoup de retours très positifs, dont les équipes ne sont pas forcément conscientes, parce que elles ont assez peu de fenêtres pour que ce soit verbalisé. Et on va s'appuyer sur justement cette perception qui est souvent très positive, parce qu'il se passe d'abord et surtout de très belles choses en établissement. On va le partager avec les équipes et ça va permettre de réenclencher un espèce de cercle vertueux dans lequel voilà, les résidents reconnaissent le travail des équipes, les proches reconnaissent le travail des équipes donc, et sont plus sereins de l'accompagnement qui est proposé à leurs proches âgés, à leurs proches résidents. Et donc, les équipes, elles, vont travailler dans un climat plus apaisé et donc générer ce climat de confiance qui va s'auto-alimenter sur la base de la parole partagée. Ok, c'est intéressant parce que moi, quand j'entends la notion d'enquête et tout ça, j'ai plutôt un ressenti négatif qui va être de dire, bon, bah voilà, les gens, ils vont encore se plaindre, ils vont dire qu'il n'y a rien qui va, et ils vont encore taper.
tirer à boulet rouge sur les établissements. Après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est un point sur lequel j'avais jamais vraiment réfléchi, mais c'est vrai que le fait de demander aussi, ça permet parfois enfin, d'aider les gens à cheminer et peut-être à valider ce qui est positif. Tu vois, parce qu'en fait, le problème, c'est que le positif, on n'en parle jamais. On va venir se plaindre quand il y a un problème, ça va sortir dans la presse et tout, mais quand il y a quelque chose de positif, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. C'est très compliqué. On est dans une société aussi qui est très orientée sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Et effectivement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement valoriser le positif. Euh, un des intérêts de l'enquête de satisfaction, effectivement, et nous, on s'appuie sur justement, voilà, c'est un recueil de la satisfaction, un recueil de la qualité de vie, de la qualité de vie au travail. C'est d'abord d'identifier les points forts et les points d'amélioration de l'établissement. Mais c'est bien et. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur ce qu'il faut améliorer. Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il y a des logiques d'amélioration continue qui sont alimentées par ce type d'enquête, mais il faut aussi être conscient de ses forces. Il faut aussi être conscient du travail qui est bien fait, notamment auprès des équipes. Nous, on travaille sur un triptyque auprès des équipes qui va être la notion d'engagement, la notion de fierté et la notion de reconnaissance. Ces trois enjeux-là vont être des ingrédients extrêmement importants par rapport à, voilà, la capacité des équipes à se projeter sur le long terme, à être fiers, voilà, avoir réussi, d'avoir le sentiment de bien accompagner les personnes et être heureuses dans leur travail. Pour nous, ce sont trois ingrédients clés. Et la fierté, par exemple, passe par comment est-ce que les gens que j'accompagne perçoivent ce que je leur apporte. La notion de fierté aussi, c'est vraiment intéressant parce que l'enquête, on va souvent l'aborder plutôt sur un côté, voilà, on mesure la satisfaction, est-ce qu'on répond bien ou pas aux attentes des gens et du coup, comment on réajuste peut-être une organisation. Euh, c'est vrai que, surtout dans le contexte actuel de difficultés de recrutement, de métiers qui sont pas attractifs, qui payent pas bien et toute cette difficulté-là, à un moment, comment on peut faire aussi, à travers l'enquête de satisfaction, mais comment on peut faire pour valoriser le résultat et pouvoir, comme tu dis, donner de la fierté aux soignants, se dire, bah, en fait, on a des bons résultats, les gens ils sont vraiment contents, ils le disent, ils l'affirment. Ce qu'on fait tous les jours, on se lève tôt, on travaille dur, ben, ça paye en fait. En tout cas, sur la partie satisfaction. Oui, c'est sur la partie satisfaction. Moi, j'aime bien la notion de témoignage aussi. Qu'on va retrouver. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive souvent dans les établissements, nous, les directeurs et directrices avec lesquels on parle, et on a rencontré plusieurs dizaines, on nous disent qu'ils ont régulièrement des résidents ou des familles qui leur font part de témoignages très positifs sur l'accompagnement qui est proposé par l'établissement, mais ça reste oral. Ça reste Ouais, oral, donc finalement, en fait, ça se perd. Alors, ça va avoir lieu notamment par les familles. Souvent, ça va venir après le décès, par exemple, du résident, où les familles vont remercier les équipes, mais ça reste oral. Et l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que je vais réussir à transformer ça en quelque chose d'écrit qui reste, sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et c'est exactement tout l'enjeu que nous essayons d'adresser à travers le label Vivre, puisque pour être labellisé, il faut valider une expérience positive des résidents, des familles et des salariés au sein de l'établissement. Et donc, ça s'appuie forcément sur beaucoup de témoignages. ok. Alors j'ai envie de poser la question tout de suite parce qu'on va reparler du label, mais comment tu fais pour faire témoigner les familles? Parce que déjà, pour leur faire répondre à l'enquête, c'est chaud. Cocher les croix des cases, ça passe, mais écrire un mot, là, on en demande beaucoup. Alors, nous, enfin moi, ça fait des années que je travaille justement cette question, ce sujet de comment on interroge des gens sur quelque chose. Évidemment, c'est un sujet qui est tout sauf trivial. Il y a énormément d'ingrédients qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce type d'action. L'un des plus importants, ça va être la communication. C'est-à-dire qu'une enquête réussie, c'est une enquête déjà sur laquelle on a très bien communiqué en amont. Quand on intervient, nous, dans un établissement, on demande auprès des familles, on demande à l'établissement d'envoyer en amont un mail pour les prévenir qu'ils vont recevoir une sollicitation pour une enquête. Ensuite, nous adressons par mail les liens d'enquête avec généralement une, voire deux relances en fonction du déroulement du terrain. Et ça nous permet d'obtenir à peu près
on va dire autour de 40% en moyenne de retour des familles sur les enquêtes que l'on fait. Évidemment, 40%, c'est pas exhaustif, mais c'est très compliqué d'avoir l'exhaustivité. Euh, En revanche, voilà, ça nous paraît être un score suffisant pour avoir une information représentative de la réalité de ce qui est perçu dans l'établissement. Ensuite, comment est-ce qu'on arrive à avoir des réponses aux questions et des commentaires? On a des champs de commentaires partout dans nos questionnaires. Nos questionnaires, ils sont exclusivement liés à l'expérience que vivent typiquement les familles. Donc, on n'interroge pas sur une expérience déportée de qu'est-ce qu'ils pensent que leurs proches âgés pensent que l'alimentation, les activités, etc. Nous, on interroge les familles exclusivement sur ce qu'elles vivent, c'est-à-dire les relations à l'établissement, la communication avec les équipes, est-ce qu'elles se sentent accueillies quand elles viennent, est-ce qu'elles connaissent les interlocuteurs dans l'établissement et ce genre de sujet. Ce qui fait qu'elles ont généralement, comme c'est leur expérience, elles ont des choses très concrètes à nous partager puisque c'est du vécu. Ouais. Ok, ce qui est intéressant, ouais, et ce qui est logique. Alors, c'est vrai que c'est possible et ça semble pas logique que parfois dans les enquêtes, on demande aux familles qu'est-ce que vous pensez de la restauration, mais comme ils mangent jamais là et que tout le monde aime bien se plaindre de la restauration, bah forcément les notes elles vont être mauvaises et ce sera pas forcément mérité, quoi. Oui, c'est exactement ce qu'on a construit. Alors nous, on a travaillé toute cette méthodologie. On va en parler parce que notre méthodologie, elle est adaptée, elle est spécifique pour ce type d'établissement qui accompagne des personnes âgées. On a construit avec des professionnels du secteur aussi en amont de la création du label. Et c'est ce qu'on a assez vite identifié, c'est que quand on parle à des professionnels du secteur, on se rend compte que très vite ils nous disent, en fait, les familles passent leur temps à se plaindre de ce qu'elles ne font pas, c'est-à-dire les activités, la restauration et ce genre de choses. Et, alors que inversement, on a des résidents qui sont là 24 heures sur 24 pour la quasi-totalité d'entre eux et qui vivent même des moments dans l'EHPAD, par exemple la nuit, c'est des moments qui sont vécus que par les résidents et les salariés. Les familles ne connaissent pas le moment de la nuit en établissement. Et, euh, et donc, déjà, on voit une famille, un proche qui vient 1 heure en établissement par jour, a 24 fois moins d'expérience que le résident par rapport à ce qui se passe au quotidien dans l'établissement. Donc, la personne âgée, la personne accompagnée, c'est et ça reste la personne la mieux placée pour évaluer, percevoir ce qui se passe dans l'établissement. Et c'est d'ailleurs les recommandations de la HAS qui ont été publiées en septembre dernier sur toute cette partie enquête de satisfaction partent aussi de ce postulat de départ. Le résident est le mieux placé pour exprimer un point de vue Ouais. sur l'établissement. Alors, forcément, j'ai envie de mettre un petit bémol parce que sur plein d'établissements, si on parle résidence autonomie, alors résidence service qui sont moins concernés par la HAS, mais les gens s'expriment en EHPAD, comment on fait quand il y a des troubles cognitifs ou alors une situation de dépendance avancée, quelqu'un qui est non communicant. Alors, on n'est jamais totalement non communicant, mais comment on fait pour aller chercher enfin, voilà, quelque chose de, enfin, le ressenti réel, la perception réelle de la personne quand elle communique pas ou juste elle est désorientée, vous avez une maladie d'Alzheimer, voilà, secteur fermé. Comment vous faites? C'est quoi la méthode? C'est quoi le secret? Je ne sais pas s'il y a un secret. Nous, on se pose encore beaucoup de questions sur ce sujet-là. La solution de facilité, ce serait de se dire, moi, je vais aller interroger que les résidents qui sont en pleine forme. Et puis, comme ça, ce sera facile. Mais bon, malheureusement, dans les EHPAD, il n'y en aura pas beaucoup qui vont répondre. Euh, Déjà, il y a déjà tous les troubles du vieillissement. C'est-à-dire qu'avant même d'aller sur les troubles cognitifs, on a déjà tous les troubles du vieillissement liés à la vue, l'audition. Comment est-ce qu'on adresse déjà tout ça? C'est-à-dire qu'il faut adapter sa méthodologie pour se dire, nous, on a 2 modalités pour interroger les résidents. On a une modalité en entretien individuel. Autant dire que pour un malentendant, c'est un peu compliqué. Un entretien individuel, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, Inversement, on a une modalité en atelier où chaque résident va répondre en autonomie. Et donc, quelqu'un qui est malentendant, par exemple, on va essayer de faire en sorte qu'il soit plutôt sur la partie atelier. Il va répondre en autonomie au questionnaire avec des supports adaptés.
On va évidemment être aussi sur, par exemple, moi j'ai interrogé il y a quelques semaines une personne aphasique, donc qui était incapable d'exprimer sa pensée, hein, était tout à fait consciente et elle avait une pensée très claire, mais elle ne pouvait pas l'exprimer parce qu'elle voilà, pouvait pas articuler. Euh, on a sur nos supports pour interroger, on a des smileys qui nous permettent voilà, et de recueillir une réponse avec des échelles qui sont des échelles très simples en quatre points. Et la personne, en fait, me montrait la réponse parce que les smileys sont hyper simples, ils sont hyper faciles pour exprimer. Donc, en fait, il faut aller chercher toutes les petites astuces comme ça qui vont permettre d'être le plus inclusif possible, d'aller chercher le plus de répondants potentiels possible et derrière, bah, voilà, d'avoir une palette la plus large pour interroger tous les résidents. Après, les troubles cognitifs, le premier problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas déjà de stade de maladie où on peut dire juste en dessous de ce stade, c'est bon, ça passe, et juste au-dessus, ah ben c'est dommage, ça passe plus. Donc déjà, on affronte une première difficulté, c'est de savoir est-ce que la personne qui est en face de nous, elle est capable ou non de répondre. Euh, j'ai envie de dire, la seule façon de savoir, c'est d'essayer. Donc, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, notamment dans les unités protégées, on va aller demander au personnel qui est sur place. On sait aussi que les troubles cognitifs, il y a évidemment beaucoup de fluctuations avec des bons moments et des moments plus compliqués. Donc, on va aller interroger les personnels pour nous dire, voilà, est-ce qu'on peut interroger quelques personnes dans cette unité, par exemple? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont plus ou moins en forme et qui il faut qu'on aille voir pour avoir un avis sur ce qui se passe et pour pouvoir interroger. Ensuite, on est très vigilant. On est très vigilant. Nos questions, elles sont très précises, très concrètes sur les signaux que nous envoie la personne qu'on interroge. À tout moment, à partir du moment où on a ne serait-ce que le moindre doute sur le fait que la personne nous interroge, nous répond sur une réalité qui n'est pas celle de l'établissement, bon, on met fin. Alors, on met fin poliment, on sort. On ne veut pas mettre les personnes interrogées en situation d'échec. Donc, on fait en sorte de finir assez rapidement l'entretien et on ne tient pas compte de la réponse à partir du moment où on n'est pas sûr de sa fiabilité. Et ça, c'est vraiment un vrai enjeu. En parallèle, nous, on lance des travaux de recherche sur ce sujet-là. Il y a des outils sur la qualité de vie, sur les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Tu en avais parlé dans un précédent épisode. Il y a des échelles qui existent. Et nous, on est en train de travailler avec le CHU de Bordeaux. On est en train de travailler avec une école qui s'appelle l'ENSC, qui dépend de Bordeaux INP, sur ce sujet-là. On est accompagné aussi par d'autres partenaires avec l'idée d'aller chercher au maximum les solutions, tout en étant conscient que bah, il est certain qu'il y aura des personnes où ça va être compliqué de trouver une solution. Ouais, je suis d'accord. Pour rebondir sur l'épisode, c'était avec Christophe Coussy et lui, il faisait une étude, il faisait plutôt de la recherche. C'est un psychologue qui travaille sur la notion de qualité de vie perçue des personnes âgées dans les unités fermées. Et en gros, sa conclusion, ce qu'il peut démontrer, c'est que les personnes expriment mieux vivre que ce que pensent les soignants et les familles. Et c'est ça qui est marrant parce que finalement, c'est toute une question d'interprétation et de projection qu'on peut avoir parfois, mais qui, là, dans cette situation-là, était un peu faussée où on avait une vision, en fait, tous beaucoup plus négative. Oui, c'est ça. Alors, globalement, indépendamment du sujet troubles cognitifs ou maladie d'Alzheimer, nous, ce qu'on voit dans les établissements, c'est que les résultats sont généralement, c'est auprès des résidents que les résultats sont les meilleurs. Et inversement, c'est souvent, mais pas toujours, souvent auprès des salariés qu'ils sont les moins positifs. Euh, même s'il y a des établissements où c'est plutôt les familles. Là, ça va dépendre aussi de l'historique de l'établissement, bien évidemment. Mais globalement, dans l'ensemble, on sent que les salariés sont souvent aussi ceux qui sont le plus critiques envers ce qu'ils font, enfin ce qu'ils font, pas eux-mêmes, c'est-à-dire que ce que fait l'établissement dans lequel ils travaillent. Ouais, ça, c'est étonnant. Et toi, tu l'expliques comment? Je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'ils aimeraient pouvoir faire et ce qu'ils ont le sentiment de pouvoir réussir à faire.
Tout est en jeu, souvent de moyens en ce moment. Je pense que notamment ce sujet des moyens et l'image qu'on envoie aux professionnels quasi quotidiennement de les EHPAD traitent mal nos vieux, parce que c'est à peu près ça qu'on perçoit aujourd'hui. Je pense que ça leur met beaucoup de pression et ça leur met une charge mentale assez négative par rapport à ça. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, pendant longtemps, en tout cas quand j'étais en poste, regarder un reportage d'envoyé spécial, j'y arrivais pas en fait. Ça me rendait fou parce que je me dis, mais déjà, c'est extrapolé, si on prend quelque chose d'isolé et puis on généralise et puis surtout on retire tout le contexte, quoi. Après, c'est vrai que c'est des questions de perception. Mais c'est étonnant quand même. Après, ça joue sur la question aussi de fierté dont tu parlais sur la reconnaissance. En fait, la reconnaissance fait d'être fier de ce qu'on fait. Autant la reconnaissance, ça donne la confiance des familles, des résidents. Enfin, ça entretient la confiance. C'est vrai que pour les professionnels, il y a un sujet là-dessus. Est-ce que vous avez un recul justement pour la question peut-être de l'attractivité des métiers? Voir s'il y a moins d'absentéisme, s'il y a moins de difficultés de recrutement, quand justement les résidents sont plus satisfaits. Ce serait intéressant de pouvoir croiser ça. On n'a pas regardé ce chiffre-là, je me le note parce que c'est pas des informations qu'on croise aujourd'hui, mais en termes de mesure d'impact de ce qu'on fait, ce serait assez intéressant d'aller chercher ça. Ce qu'on voit quand même, c'est que globalement, il y a quand même une relation assez forte entre quand même ce que vivent les résidents et ce que vivent les salariés. C'est-à-dire que on n'a pas vu aujourd'hui d'établissement où c'est totalement décorrélé. Les résidents, ils sont conscients quand il y a des problèmes humains, ils sont conscients quand il y a des équipes qui fonctionnent pas bien. Ils le voient parce que derrière, bah, forcément, ça va forcément chiffonner un peu à un moment ou à un autre. Il va y avoir des réflexions, il va y avoir des moments dans la journée où ça fonctionne pas. Et en fait, ils en sont conscients. Mais derrière, c'est pas parce qu'ils sont conscients qu'il y a des problèmes d'organisation que eux, ils vont avoir une insatisfaction par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Il faut Ouais, aussi apprendre à relativiser ça. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, que la question de la satisfaction globale auprès des résidents, c'est une question qui a un intérêt extrêmement limité. On a dû faire aujourd'hui une vingtaine d'établissements. Le meilleur établissement qu'on ait eu à 100% d'avis positifs sur la satisfaction globale. Le moins bon doit être à 92 ou 91% d'avis positifs sur la satisfaction. Ça fait très peu d'écart sur cette question-là. En revanche, sur tous les items, nous, on suit à peu près sur les trois publics qu'on interroge, donc les salariés, les résidents et les familles, on suit à peu près une centaine d'indicateurs. Sur tous les indicateurs thématiques, précis, etc., on peut avoir des très gros décalages et pourtant avoir une satisfaction voilà, qui semble très élevée. 90% de satisfaction, ça paraît très élevé. En fait, non, parce qu'il n'y a pas d'écart en fait, qui se fait sur cette question-là. Je parle bien auprès des résidents. ouais. Est-ce qu'auprès des résidents, il n'y a pas aussi un biais de répondre positivement, alors pas forcément par peur, mais par le côté, ah bah, ils sont gentils, j'ai pas envie j'ai pas envie de mettre le bordel, enfin, tu vois, je vais être sympa parce qu'ils sont sympas, et puis voilà, et Ouais, c'est un de nos sujets clés. Ce sujet, et pour toute enquête de satisfaction menée dans ce type d'établissement, effectivement, on est d'une part sur des publics qui sont vulnérables. Donc, à partir du moment où on est sur du public vulnérable, il y a toujours potentiellement une crainte de quelque chose, même si c'est pas identifié, évidemment, et fort heureusement. Mais on peut se dire que si on n'arrive pas à assurer la liberté totale de réponse aux personnes qu'on interroge, bah, forcément, on va introduire beaucoup de biais et la personne, elle sera peut-être pas à l'aise pour répondre. Mais on a aussi souvent, donc nous, quand on interroge, on vient sur place, on interroge nous-mêmes les résidents et on insiste en début d'entretien sur le caractère anonyme, entre guillemets, confidentiel de l'entretien. On ne remonte pas aux établissements de noms par rapport à qui a dit quoi, etc. On utilise après que des choses anonymes. Et les deux réflexes qu'on a, ah bah oui, alors c'est important quand même parce que bon, moi j'ai pas envie de dire du mal, quoi. ouais, Et effectivement, derrière, on a très souvent, par exemple, je reprends sur le sujet des activités. Ah, moi les activités,
franchement, j'adore pas, c'est pas mon truc, j'ai trouvé un peu pas terrible, mais bon, j'ai pas envie de noter négativement parce que l'animatrice, elle est super sympa, elle se donne beaucoup de mal, et donc je vais dire que ça me plaît plutôt. Donc oui, Alors c'est que un tu vois, réflexe pour l'instant. peut-être juste les animations, elles sont cool, mais juste, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est pas mon délire. D'où le sujet de savoir est-ce qu'on interroge la satisfaction par rapport à un service rendu ou est-ce qu'on interroge sur la qualité de vie. Nous, on essaye de faire un petit peu les deux ensemble et d'interroger à la fois sur, par exemple, est-ce que vous vous sentez suffisamment occupé. C'est une Ouais. question qui est plus une question de qualité de vie. Et en même temps, on pose aussi des questions sur les activités, donc c'est une question plus satisfaction. Mais à mon sens, l'établissement doit être vigilant à ce que ces résidents se sentent suffisamment occupés. C'est-à-dire qu'un endroit où on aurait la moitié des résidents qui nous disent je ne me sens pas suffisamment occupé, à mon sens, c'est que dans l'établissement, il y a quelque chose qui doit être mis en place pour être vigilant par rapport à ça. Ouais, qu'il manque quelque chose. Parce qu'autant ils peuvent ne pas avoir envie de rien faire et dans ce cas-là, ils diront pas qu'ils se sentent pas occupés s'ils font rien parce que juste ils diront ça va en fait. Je m'ennuie pas parce qu'en fait juste c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est vrai. Et en même temps, je repense à toutes ces commissions animation. On dit bon bah ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, c'est calme plat quoi. Et les résidents, effectivement, ils ont peu de recul. Nous, il y en a beaucoup qui nous disent, quand on les interroge, vous savez, moi, c'est le seul EHPAD où j'ai vécu. Donc, j'ai pas beaucoup de Ouais. recul pour juger, etc., ou proposer d'autres idées. Il y en a quand même qui ont des idées. Régulièrement, on en voit qui vont nous proposer des idées. Alors, nous, on pose principalement des questions fermées. Donc, des questions fermées avec une échelle qui nous permet d'avoir des indicateurs qui sont quantitatifs. Mais comme c'est un entretien, on essaye aussi de creuser certains sujets avec les résidents, de laisser le champ à une expression plus libre et donc de noter des verbatims qui parfois, je dis bien, peuvent être source aussi d'idées, de suggestions des résidents. Moi, j'ai souvenir d'un établissement comme ça où j'étais dans un petit salon qui était à l'écart d'un couloir dans cet établissement et donc, on parlait, je ne sais plus, on était à une question sur les salariés, les nouveaux salariés se présentent quand ils viennent pour la première fois, quand ils s'occupent de vous pour la première fois. Et la dame que j'interroge, elle me dit, ben non, mais ils ne se présentent pas. Et je vais vous dire, c'est même pire que ça. Ils n'ont même pas de badge. Et à ce moment-là, il y a une aide-soignante qui passe dans le couloir, elle l'interpelle et elle lui dit, oui, moi, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle, parce que c'est pas marqué. Donc, vous pouvez le noter dans vos questions et vous pourrez le dire à la directrice, il faut qu'ils aient des badges. Et voire même, comme il y en a qui n'arrivent pas à lire parce que c'est écrit trop petit sur les badges, on devrait leur mettre leur nom dans le dos comme les joueurs de foot. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça assez marrant et c'est une suggestion. Voilà, c'est une suggestion qu'on a pu avoir. J'espère que l'établissement depuis a eu l'occasion de le mettre en place. Mais il y a quand même des suggestions qui peuvent ressortir de la part des résidents. Ouais, non, bien sûr, mais ce sera un peu malheureusement parce que c'est les pas d'aujourd'hui avec une médicalisation hein, tout qui augmente, mais une minorité. Après, c'est toujours des suggestions qui sont bonnes à prendre et qui permettent de progresser. Je pensais à autre chose aussi, c'est la question de la perception peut-être liée aux générations. Tu vois, j'ai un exemple sur des évaluations où on évalue la prise en charge de la douleur et on demande aux résidents, bah, est-ce que parfois vous avez mal? On va dire, ouais, j'ai mal au genou, j'ai des douleurs. OK. Et dans ce cas-là, est-ce que l'équipe vous apporte une réponse pour vous soulager et tout ça? Et parfois, la réponse, c'est, bah non. Alors, on dit, bah, comment ça, ils font rien? Euh, Comment vous avez demandé et tout ça? Fait, ah non, mais j'ai rien dit. Parce que bon, j'ai mal, mais j'ai souvent mal. Donc après, c'est comme ça. Et puis on sent, tu vois, que souvent, c'est des gens très âgés, une génération qui a pas l'habitude non plus de se plaindre, qui veut pas déranger et qui, en fait, dit rien. Et donc, l'équipe le sait pas et peut rien faire. Donc, tu vois, après, c'est aussi cette question de vision, parce qu'on va parler du label, qui est une forme de classement, et qui, à mon sens, enfin, j'ai du mal à voir comment on peut vraiment objectiver des indicateurs qui vont être vraiment, qui vont pouvoir faire la différence d'un établissement à l'autre pour la question du choix.
Ouais, alors c'est cette question de l'objectivation. Alors déjà, je vais revenir sur la question des générations. Moi, j'ai la même perception que toi, qu'on est aujourd'hui les personnes qui sont dans ces établissements, et surtout en EHPAD, c'est-à-dire les plus âgés, on est sur une génération de gens qui s'adaptent beaucoup, qui effectivement, globalement, ont pas forcément l'habitude d'aller déranger, d'aller essayer enfin, qui ont appris à serrer les dents, quoi, globalement. On Ben, va voir comment ça évolue. c'est On ça, va les voir comment ça 90 ans, évolue. en gros, ils ont connu la guerre. C'est ça, exactement. Ils ont connu la guerre, ils ont connu des peurs physiques que nous, on n'a pas connues. Donc forcément, ils ont connu un certain nombre ils ont mis en place un certain nombre de réflexes aussi, je pense, par rapport à ça. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Derrière, il y a les boomers. Alors sans être dans le cliché, les boomers qui vont arriver avec peut-être une habitude d'être plus interrogés sur leur satisfaction, de plus se plaindre, de plus réclamer, etc. Je sais pas, on verra. Il y a une question, alors c'était très intéressant effectivement dans l'épisode sur la maladie d'Alzheimer et la mesure de la qualité de vie, où ton interlocuteur expliquait que ce qui manque dans son échelle, c'est d'interroger sur ce qui compte le plus pour, euh, pour les personnes malades. Et nous, c'est une question justement qu'on a intégrée, qui est une des dernières questions de notre questionnaire, où on demande aux résidents qu'on interroge, on demande aux familles et on demande aux salariés, alors évidemment les propositions ne sont pas les mêmes, on leur demande ce qui compte le plus pour elles. Et ça nous permet, enfin on pense que ça va nous permettre aussi de suivre sur le temps les évolutions de ces enjeux générationnels. Et avant même de penser aux enjeux générationnels des résidents, on peut déjà penser aux enjeux générationnels des collaborateurs, des salariés, qui en fait évoluent beaucoup plus vite. Aujourd'hui, par exemple, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un sujet qui a émergé finalement assez récemment. Peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, il existait, mais pas de la même façon. Et donc voilà, on a des choses qui peuvent évoluer et on pense que cette question va nous aider à suivre ça. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et c'est vrai que cette question, elle est super importante parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas vraiment parlé sur la question satisfaction. On a parlé de la nourriture, la bouffe, c'est dégueulasse, machin et tout. Il y a le sujet des vêtements et des culottes qui ont disparu. Tu vois? Et c'est là où tu vas souvent avoir ton 60% de satisfaction, le truc qui pique. Et en même temps, alors, ben, du coup, j'ai pas vraiment de réponse, mais est-ce que si tu demandes ce qui compte le plus pour vous, c'est de participer aux activités, de se sentir en sécurité ou d'avoir ses vêtements sous 3 jours dans son armoire, tu vois, parce que du coup, ça permet de relativiser énormément. Tout à fait. Alors, ça va nous permettre de relativiser, ça va nous permettre aussi en fait, de comprendre, par exemple, nous, la priorité des résidents, de ce qu'on a vu, ce qui compte le plus pour eux aujourd'hui, c'est de se sentir libre et respecté. C'est le sujet numéro un. Plus de 50% des résidents qui nous disent ça, c'est prioritaire. Le deuxième enjeu, c'est l'accompagnement de l'équipe. Pour eux, c'est super important. Et ensuite, c'est les relations sociales. Donc, on voit tout de suite que tout ce qui est lié hygiène, soins, alimentation, etc., ça vient vraiment beaucoup plus loin. Et inversement, nous, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est auprès des équipes, ce qui compte le plus pour eux. Alors, on ne vient pas sur la question de la rémunération, parce que la question de la rémunération, évidemment, elle est très fluctuante d'un établissement à l'autre et elle fait rentrer des enjeux qui ne sont pas ceux qu'on a envie d'adresser en termes de qualité de vie au travail. Et ce qui ressort le plus, c'est la priorité des salariés, c'est de travailler dans une équipe où il y a une bonne entente, où il y a une bonne solidarité entre collaborateurs. C'est le sujet numéro un et c'est deux tiers des salariés qui nous disent ça. C'est leur priorité. On imagine très bien en fait derrière le contexte, il est difficile. S'occuper de personnes âgées humainement, c'est très engageant. Si c'est pour le faire en plus dans une mauvaise ambiance, c'est Ouais, long, non, quoi. c'est pas possible. C'est pas possible. En revanche, il faut que quand j'ai besoin d'un coup de main, on puisse m'aider. Il faut que quand on se détende, on puisse rigoler entre salariés, que les relations avec les résidents soient bonnes. Je pense que ça, c'est un moteur hyper important pour les équipes, d'avoir des bonnes relations avec les résidents. En fait, que la vie au sein de l'établissement, c'est un lieu de vie, hein, d'abord, un EHPAD, c'est une communauté de vie en tout cas, que cette communauté de vie, elle vive de manière relativement saine et relativement agréable pour ses membres. Ouais, bien sûr. Bah, pour les équipes, je suis pas surpris.
Et pour tous ceux qui font du planning, c'est des trucs chiants, mais c'est ce qui explique aussi ce besoin de rechanger tout le temps et de se dire, est-ce que les gens ils doivent travailler avec leurs potes où on se dit, ouais, mais bof, et en fait, de toute façon, ils vont le faire, donc on n'a pas trop le choix, il faut lâcher. Donc tout ça, moi, je suis 100% d'accord. J'ai plus de mal à visualiser pour les résidents la notion liberté et respect parce que j'ai le sentiment qu'on va répondre naturellement que c'est ça le plus important. Parce que juste culturellement, tu vois, tu peux pas dire qu'il y a moins important que la liberté et le respect. Eh ben, il y en a qui nous disent pas du tout ça. Ok, ouais, Il y c'est en vrai. a, il y en a qui vont nous dire non, moi, ce qui compte pour moi, c'est les relations sociales, c'est me Ouais, sentir suffisamment occupé, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà. Mais finalement, ben, cette notion de liberté, de respect, ça vient pas pour eux. Voilà. Donc, ok. au final, ça n'est que 53% aussi. On peut voir Oui, ça dans l'autre sens et se dire, mais il y a quand même la moitié à peu près des personnes qu'on a interrogées qui nous ont pas cité la liberté et le respect. ouais. Mais oui, oui, je Après, tu suis vois, le d'accord, oui, absolument. respect, c'est lié à la relation à la relation et aux besoins de lien social, tu vois. Si on me respecte et tout ça, si je suis intégré, je suis inclus dans une communauté, que ce soit avec les professionnels et avec les autres résidents. Tout à fait. Euh, Oui. ok, et alors pour finir, la notion label, comment vous voyez les choses? Alors aujourd'hui, donc nous, le label, comme je le disais en intro, on a commencé à travailler sur le projet il y a 18 mois. On a fait en 2023 donc toute une phase d'expérimentation, notamment de la partie méthodologie de recueil. On a lancé début 2024, fin janvier 2024, on a lancé le label officiellement, publiquement, avec 4 premiers établissements qu'on a labellisés. Et aujourd'hui, on est en train de développer, de déployer le label dans ces établissements. On va certainement avoir dans les semaines qui viennent des nouveaux établissements labellisés. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, au-delà du déploiement du label, c'est surtout faire un peu ce que tu disais, essayer de démontrer l'impact qu'a le label, notamment typiquement sur ce sujet de l'attractivité employeur qui est vraiment clé aujourd'hui. Et donc, nous, aujourd'hui, on cherche des établissements avec lesquels on peut construire entre guillemets, des cas d'usage par rapport à ça, construire une espèce de méthodologie qui va nous permettre, au-delà de l'établissement, on a mesuré l'expérience, c'est bien, il a le label. Derrière, comment est-ce qu'on utilise le label? Il ne faut pas que le label, ce soit une fin en soi pour un établissement. Il faut que ce soit un outil derrière qui va lui permettre de rayonner, qui va lui permettre de valoriser le travail des équipes, de reconnaître le travail des équipes, d'aller chercher forcément derrière des nouveaux collaborateurs plus facilement, d'aller peut-être en école faire aussi la promotion des métiers du grand âge. On connaît toute cette difficulté d'attractivité des métiers du grand âge. Ça peut être des outils aussi derrière pour dire dans cet établissement, il y a une qualité de vie au travail qui est reconnue par les collaborateurs. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a envie de construire là sur les mois qui viennent. Et derrière, l'idée à terme de construire une communauté d'échange de bonnes pratiques en se basant sur les résultats qu'on va avoir obtenus. Ce qui va être intéressant, c'est que comme on focalise le label uniquement sur les résultats, en fait, on remonte des résultats aux moyens. Et donc, on est capable d'aller voir un établissement, de dire, par exemple, dans votre établissement, vous surperformez, on va parler de l'alimentation, c'est ce sujet qu'on aime tous beaucoup, vous surperformez par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la satisfaction sur l'alimentation. C'est quoi les ingrédients? Comment vous faites? Et est-ce que vous êtes capable de le partager avec une communauté d'autres établissements? Parce que derrière, l'idée, c'est de construire des solutions, d'apporter des solutions aux établissements pour apporter ce quelque chose de plus qui va leur permettre d'affronter leurs difficultés sur ce sujet. Et puis à l'inverse, cet établissement, il est très bon sur l'alimentation, mais il est moins bon sur la partie soins, par exemple. On va aller identifier un établissement qui est très bon sur les soins et qui va peut-être être capable de lui échanger, de lui donner des petites astuces, des choses qu'il a mises en place pour aller plus loin. Ok. Le label, il se base sur quel grand critère? On a 2 grandes catégories de critères. On a ce qu'on va appeler En fait, le label, il vise à valider une expérience positive, une bonne expérience vécue par les résidents, les familles et les proches.
Donc, c'est d'abord, un établissement doit subvenir aux besoins essentiels de ses résidents. Les besoins essentiels, c'est manger quotidiennement à sa faim, être en sécurité, euh, mon intégrité corporelle est respectée, l'établissement est vigilant face au risque de mauvais traitement, ce genre de choses. Besoins essentiels sur lesquels on va demander à l'établissement d'avoir des scores extrêmement élevés, c'est-à-dire plus de 90% d'avis positifs sur ces sujets-là. Deuxième catégorie de critères ensuite, qui prennent en revanche tous les résultats et qui sont pondérés dans une note, donc ça c'est de la tambouille interne, qui sur 10, une note sur 10 pour chacun des publics, donc une note sur 10 pour les résidents, une note sur 10 pour les salariés, une note sur 10 pour les familles, et on demande à l'établissement d'avoir une note supérieure à 7 sur 10. Et pourquoi cette question tout à l'heure qu'on a évoquée de ce qui compte le plus, c'est qu'en fait, notre outil va s'appuyer sur les résultats de cette question pour pondérer les résultats des questions qu'on a posées. Et donc, à partir de là, ça va être quelque chose qui va être auto-évolutif, qui va pouvoir évoluer en fonction des enjeux et donc qui se calcule entre guillemets automatiquement. Il n'y a pas de choix de notre part de dire en fait, nous, on pense que le truc le plus important, c'est ceci ou c'est cela. En fait, ce sont les publics qu'on interroge qui nous disent ce qui est le plus important. Ouais, je comprends. Ce que, ce que ça m'évoque là comme ça, c'est, je me dis, tu vois, valider qu'on répond bien aux besoins, aux attentes des gens. Je me dis, après tout, est-ce que ce serait pas le rôle, justement, puisqu'il y a une mission de service public, des pouvoirs publics, tu vois, à un moment. Pourquoi pas? Les pouvoirs publics, eux, aujourd'hui, ils sont très orientés évaluation de moyens. Donc, c'est assez complémentaire ce qu'on propose. Ouais, bien sûr. Évidemment que les Non, mais moyens sont je dis ça importants. parce que en vrai, ça n'existe pas aujourd'hui. Tu vois, chacun fait son enquête dans son coin, fait ce qu'il veut des résultats. Comme c'est des chiffres aussi, on les trafique comme on veut. Enfin, tu vois, et il n'y a pas ce côté vraiment ultra abouti de l'enquête. C'est exactement, nous, le constat qu'on a fait côté usager, entre guillemets, enfin, moi, voilà, une partie de mon histoire, c'est j'ai mes grands-parents qui ont dû rentrer en EHPAD. Et d'un coup, on se retrouve, alors en France, on te dit, bah, c'est domicile ou EHPAD. En fait, ça n'existe pas, cette question-là. L'EHPAD, c'est pas un truc unique et générique. C'est une fois que tu as décidé que ton grand-père ou ta grand-mère doit aller en EHPAD, bah, ok, mais lequel? Comment je fais pour qualifier l'offre? Comment je fais pour savoir ce qui est bien? Et on est parti aussi de ce constat-là avec un besoin dans la période actuelle qui est très compliquée, de réassurance. Il faut réassurer les familles par rapport à l'accompagnement que propose l'établissement. Donc, les établissements aujourd'hui, c'est terrible de dire ça, mais ils doivent un peu, dans le contexte actuel, faire la preuve qu'ils proposent un accompagnement de qualité. Malheureusement, on en est arrivé là. Et ben voilà, l'idée est vraiment partie de là. L'idée du label, c'est ça. Les pouvoirs publics ne le font pas. Les pouvoirs publics ont mis en place d'autres choses, comme je disais, les évaluations de moyens, etc., pour mesurer tout ça. Ils vont partager un certain nombre d'indicateurs, c'est en cours de mise en place. Mais l'expérience, ce que vivent réellement les gens, pour nous, c'est le cœur de la question qu'on doit se poser. Enfin, c'est ce qu'on fait tous quand on va à tel ou tel endroit, quand on choisit un lieu de vacances, quand on cherche un restaurant ou ce genre de choses. On se demande tous, on va chercher les avis en ligne, etc. Sauf que là, on parle de résidence où les personnes âgées, elles vont probablement finir leur jour et elles vont vivre 24 heures sur 24. Donc, c'est pas des étoiles sur Google qui permettent de se dire c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Il faut être un peu plus précis que ça, il faut être plus complet que ça et avoir une analyse beaucoup plus précise. Et non, moi je suis d'accord là-dessus. Alors après, la notion d'avis Google, on pourrait rentrer sur un sujet Ouais. qui est aussi très compliqué parce que moi je trouve que c'est important. L'avis Google, ça change beaucoup de choses, hein. Ça permet de repérer ce qui est bien, ce qui est pas bien, donner un avis. Mais on sait que là aussi, la dérive, c'est que ça peut être très vite très négatif parce qu'on ne se déplace pas pour dire que c'est bien. Par contre, si jamais il y a le moindre truc qui a un peu déconné, on va se faire plaisir, quoi. Et c'est ça qui est après un peu délicat à gérer. Et je pense que c'est aussi à la fin je pense que ça porte aussi réellement atteinte à la fierté des équipes et des soignants de se dire, bon, bah, en fait, on fait quelque chose qui est pas terrible, on travaille pas bien, on répond pas bien parce qu'il y a un biais là-dedans de toujours voir le côté négatif, quoi. Ouais, je suis assez Parler que de d'accord. Et ça. puis, faut se poser la question qui remplit les avis Google? C'est souvent les proches. Euh,
ils vivent pas encore une fois sur place, ils ne sont pas les résidents, les gens qui ont 95 ans, 100 ans, ils sont pas sur leur tablette en train de mettre des avis en ligne, hein. On va pas se mentir. Donc, Non. c'est pas les personnes qui y vivent au quotidien. C'est très souvent à charge, c'est parfois anonyme, c'est ultra violent. Nous, on a plein de directeurs ou directrices d'établissements qui nous ont partagé justement, voilà, tu sais, bah, moi un jour, j'ai pris un avis Google négatif. La personne concernée visée, le salarié visé, s'est reconnu dans le commentaire. Ça l'a mis la tête dans le seau pendant plusieurs mois. Ça a été très compliqué à gérer humainement. C'est destructeur, tout ça, c'est très destructeur. Donc voilà. L'idée, c'était pour ça, d'avoir le label qui est une distinction qui est positive. Tu as des bons résultats, tu as le label, c'est cool, on peut communiquer, on peut le dire, on peut le crier haut et fort. Et puis, bah, tu l'as pas pour X ou Y raison, tu as suffisamment d'indicateurs pour corriger ce qui doit être corrigé. Ça te permet aussi de valoriser ce qui est positif. Et derrière, bah, tu vas corriger, et puis tu reviendras l'année prochaine, on va réessayer, et puis cette fois, tu l'auras et tu pourras le dire. Donc, on était vraiment sur un objectif de dire, nous, on communique que positivement, parce que on veut pas justement être dans un truc de classement de comparaison. Pour nous, ça n'a pas de sens par rapport à la prise en charge, à l'accompagnement des personnes âgées. Ok. Comment on vous contacte si on veut, parce que vous, votre offre de service, du coup, c'est de proposer de faire l'enquête de satisfaction avec votre méthodo, avec du coup le côté aussi extérieur, et éventuellement de pouvoir valider ou pas les critères d'une labellisation. Tout à fait. Donc, nous, notre offre de service, effectivement, c'est une candidature au label, mais qui passe surtout par la mesure de l'expérience avec notre méthodo, qui Ouais. apporte derrière tous les éléments de positionnement, l'analyse, etc., que nous, on va faire. Pour nous contacter, c'est très simple. Il y a notre site internet labelvivre.fr, ou sur LinkedIn où on est assez présent également, sur la page Label Vivre. Donc, normalement, sur ces deux créneaux-là, ça devrait être bon. N'hésitez pas surtout à nous interroger et à échanger avec nous. Encore une fois, nous, on est dans une logique qu'aujourd'hui, on cherche des établissements qui ont envie de nous accueillir pour construire ces cas d'usage, pour construire, voilà, s'appuyer sur l'expertise qu'on va apporter pour aller réfléchir à comment on adresse au mieux la communication, typiquement sur une problématique recrutement ou sur d'autres problématiques que peut avoir l'établissement. Ok, super. Eh ben, merci pour toutes ces infos. J'ai noté quelques petites astuces pour faire des meilleures enquêtes de satisfaction. Et c'est vrai que cette notion de savoir ce qui est le plus important et puis relancer plus aussi, je pense qu'on ne le fait pas assez. Euh, ce sera super intéressant. Mais Merci à toi. merci à toi pour ton accueil. Et effectivement, il y a, je peux partager plein d'autres choses. On a écrit un livre blanc qui est disponible sur notre site internet, justement, qui donne aussi d'autres petites astuces sur comment faire une bonne enquête de satisfaction, comment bien mesurer l'expérience en établissement senior. Parfait. Eh ben, je mettrai le lien. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.